Eh bien bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, et aujourd'hui on est 4, ça veut dire partie de Commander. Et donc sans perdre plus de temps, je vais vous faire la première présentation du deck de Ludo, Ishte la sorcière. Alors attendez, j'ai des notes, où est-ce que j'ai foutu ça? Ah voilà. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Pour une fois connard, tu présentes un de mes decks avec un thème plus défini, hein. Ah oui, anciennement Animatu, le principe du deck c'est un deck contrôle, basé sur l'exil. Presque toutes les cartes exil, y compris les contres, et il y a des Ashiok ou autres pour synergiser et tuer avec ça. Merci Ludo pour ce petit mot doux et cette description claire et concise. On enchaîne avec le deck de Flo qui va jouer pour le plus grand plaisir des petits et des grands, le commandant Triplet Sen. Bon, là pour le coup, j'ai aucune description, rien envoyé par Flo, mais je vais faire avec mon expérience, et pour ceux qui ont la chance de ne pas avoir connu les triplets Sen, eh bien sachez que c'est un commandant de l'angoisse, puisqu'au début de son entretien il va pouvoir choisir un adversaire, ce joueur ne pourra pas lancer de sort ni activer de capacité pendant ce tour, il jouera avec la main révélée, et Flo pourra jouer des terrains et lancer des sorts depuis la main de ce joueur. Autant vous dire que s'il arrive à prendre le contrôle de votre main, eh ben vous êtes foutu. Sinon, pour parler du deck, je pense pouvoir dire sans trop m'avancer que c'est un deck contrôle, hein, comme beaucoup des decks de Flo, et il semble qu'il ait rajouté des combos pour tuer par-dessus. Bon, eh ben on continue avec le commandeur de Coco, lui il va jouer Ogère, Axonil, puissance des profondeurs, déjà ça en jette. Ce qu'il faut savoir sur ce commandant, c'est si une source rouge qu'il contrôle devait infliger des blessures à un adversaire, si la quantité de blessures est inférieure à la force de Ogère, et ben en fait les dégâts sont remplacés par la force de Ogère. Et si Ogère venait à mourir, on peut le renvoyer sur le champ de bataille engagé et transformer en tant que terrain le temple de la force. Honnêtement, j'ai jamais vu Coco le faire. Mais bon, Coco sera mieux placé que moi pour vous parler de son deck, donc je vous laisse avec lui. Ogère est un deck blast centré sur la capacité principale de son commandant, afin d'infliger de gros dégâts à moindre coût. Il contient beaucoup de cartes qui, prises seules, infligent peu de dégâts, mais qui deviennent dangereuses avec Ogère. Pour plus de fun, ce deck contient quelques moyens d'augmenter la force d'Ogère, afin d'accroître encore plus la létalité générale du deck. Le tout est complété de multiples moyens de protéger Ogère, tels des sorts de détournement par exemple, ou encore des équipements le rendant indestructible. Et bah merci Coco le bro, ça fait zizi. Et bah du coup il reste plus que moi, donc je vais vous présenter mon deck combo basé sur le commandant Tela le grand sage. Le but du deck est de jouer des sorts non créatures gratuitement, ce qui permettra de faire proc Tela, et donc de faire une armée de héros. Pour ce faire, je vais me concentrer sur des cartes qui peuvent se dégager toutes seules quand je joue des sorts non créatures, en combinant ça avec des sorts non créatures, majoritairement des artefacts avec des coûts de 0 de mana, et je saupoudre le tout avec des cartes me permettant d'engager mes créatures pour envoyer des permanents dans ma main, ça me permet de rentrer dans une boucle et de faire mon armée de héros. Avec ça, j'ai mis pas mal de sorts avec des coups de mana à 4, ça me permet de faire proc la deuxième capacité de Tala, me permettant de piocher 2 cartes, et quand on combine ça avec une carte qui nous fait déjà piocher, bah ça fait qu'en jouant un éphémère à 4 mana, bah on peut très bien piocher 4 cartes, ce qui est rentable. Bien sûr, les couleurs Iset l'obligent, on va trouver des contre-sorts, des sorts pour se protéger des attaques, et des petits tutos à droite et à gauche pour aller chercher les éléments du combo. Même si ceux-là sont des fois un peu tirés par les cheveux. Bien sûr, tout le deck ne repose pas sur son commandant, en coûtant 5 mana ça serait dramatique si vraiment toute la stratégie reposait sur lui, donc j'ai quelques cartes à côté qui permettent de le remplacer en cas de problème. Et ça sera tout pour les présentations, et c'est parti pour la partie, pour la game, c'est mieux. Et c'est Ludo qui obtient le premier tour, il commencera avec une dépression engloutie, un terrain qui peut lui ajouter un bleu ou un noir et qui arrive à engager à moins qu'il ne contrôle 2 terrains de base. Le second joueur sera Flo et jouera un marais, le troisième joueur sera Coco et il jouera une montagne, et le bon dernier ça sera moi et j'aurai une montagne. On reprend avec le tour de Ludo, il va jouer une chapelle isolée, un terrain qui arrive engagé à moins qu'il contrôle une plaine ou un marais, et il peut l'engager pour ajouter un blanc ou un noir. A son tour, Flo landera avec un labyrinthe mystificateur, un terrain qui peut s'engager pour ajouter un incolore à sa réserve, et pour 4 incolores, il peut l'engager pour exiler une créature attaquant ciblée qu'un adversaire contrôle, et elle reviendra au début de la prochaine étape de fin. Avec son deuxième mana en poche, il va pouvoir jouer une pierre de Guermont, un artefact qui peut s'engager pour ajouter un mana de la couleur de son choix du moment qu'un adversaire a un terrain qui produit cette couleur. On continue avec Coco qui va jouer sa petite montagne, et il va également jouer un enchantement, le Vortex bouillonnant. Maintenant, au début de l'entretien de chaque joueur, on se prendra une petite blessure de la part du Vortex, et à chaque fois qu'un joueur voudra lancer un sort, s'il n'a pas dépensé de mana pour lancer le sort, le Vortex lui infligera 5 blessures. Autant dire une putain de catastrophe pour mon deck. Pour dernier petit effet qui se coule, pour un rouge, il pourra faire en sorte que les adversaires ne peuvent pas gagner de points de vie pendant le tour. Bon, bah ça commence bien, hein. À mon tour je vais jouer une chute de souffle, donc c'est un terrain qui arrive engagé à moins que je contrôle une île ou une montagne, et elle peut s'engager pour ajouter un bleu ou un rouge. Début du tour de Ludo, il va land avec un estuaire asphyxié, un terrain qui va lui permettre d'ajouter un bleu ou un noir, et au vu des conditions elle arrivera engagée. On continue avec le début du tour de Flo.
Il va jouer un paysage contaminé, un terrain qui peut s'engager pour ajouter un incolore, il peut également l'engager pour le sacrifier, aller chercher une carte de plaine, d'île ou de marée de base et le mettre sur le champ de bataille engagé. Elle a également le recyclage pour se défausser de la carte et piocher une autre carte. Il va sacrifier directement ce land pour aller chercher une île, et utilisera 2 autres manas pour jouer le précepteur profane, un rituel qui a la suspension 2, donc il pourra exiler la carte de sa main avec 2 marqueurs temps. Au début de son entretien, il peut retirer un marqueur temps, et quand le dernier marqueur temps est retiré, il peut lancer la carte sans payer son coup de mana. NANI? La carte en elle-même lui permettra d'aller tuto une carte de sa bibliothèque et la mettre dans sa main. Le suivant à commencer son tour sera Coco. Il jouera son land du tour en la présence d'une montagne, il jouera également la bannière héraldique, un artefact qui quand il arrive, il devra choisir une couleur, spoiler alert, ça sera rouge. Les créatures qu'il contrôle de la couleur choisie gagneront +1/+0 et il peut l'engager pour ajouter un mana de la couleur de son choix. À mon tour, je me contenterai de jouer une île et je passerai mon tour. On reprend au tour de Ludo, et après avoir landé, il va jouer son commandant, Y'shtola Sorcière. Maintenant, grâce à elle, au début de chaque étape de fin, si un joueur a perdu au moins 4 points de vie, il pourra piocher une carte. Et à chaque fois qu'il va lancer un sort non-créature d'une valeur de mana supérieure ou égale à 3, il infligera 2 blessures à chaque adversaire et gagnera 2 points de vie. Flo commencera son tour. Il n'aura pas de terrain à lander, mais pourra jouer malgré tout l'arbre de la perdition. C'est une 0-13 qui a le défenseur, et tu peux l'engager pour échanger le total de points de vie d'un adversaire contre l'endurance de la créa. Voilà quoi. On continue avec le tour de Coco, il va jouer Kos, Feu de la Résistance. Son +2 lui permet de chercher une carte de montagne de base qu'il mettra dans sa main. Pour -3, il va infliger à une créature autant de blessures qu'il a de montagne. Et son -7, il gagne une emblème qui lui permet qu'à chaque fois qu'une montagne arrivera sur son champ de bataille, il infligera 4 blessures à n'importe quelle cible. Coco va donc pouvoir utiliser son +2 pour aller chercher une montagne, et puisqu'il n'a pas land, il va pouvoir la poser. À mon tour, ça se passera toujours aussi rapidement, je vais juste jouer une montagne et mettre fin à mon tour. On en revient au tour de Ludo. Il passera en phase d'attaque et enverra son commandant sur Kos. Au tour de Flo, son précepteur profane se déclenche, ce qui va faire proc le vortex bouillonnant lui infligeant 5 blessures. Néanmoins, il pourra aller chercher une carte dans sa bibliothèque et la mettre dans sa main. Il va ensuite land avec une caverne de Koilos, un terrain lui ajoutant un blanc ou un noir en lui infligeant une blessure ou sinon un incolore, et utilisera un mana de plus pour jouer à la classe sorcier. Donc maintenant, au début de son étape de fin, si une créature est morte ce tour-ci, il pourra faire perdre un point de vie à tous ses adversaires. Et à n'importe quel moment où il pourra jouer un rituel, il pourra monter le niveau de cette carte, débloquant une nouvelle capacité. Il va également engager 3 mana pour jouer à la relique du fort céleste, un artefact indestructible qui peut s'engager pour ajouter un mana de la couleur de son choix. Avec encore 2 mana en poche, il va faire monter un niveau à sa classe sorcier, qui va lui permettre de regarder les 3 quarts du dessus de sa bibliothèque, il pourra en mettre une dans sa main et le reste dans son cimetière. Au tour de Coco, n'ayant pas de land, il va utiliser la capacité de Kos pour aller chercher une montagne qui va pouvoir land pour ce tour. Et pour 4 mana, il va jouer les terres brûlantes, un enchantement qui dit qu'à chaque fois qu'un terrain non base est engagé pour du mana, le joueur qui l'a engagé prendra une blessure de la part de cet enchantement. Ça sera trop pour Ludo qui décidera de le contrecarrer avec une défabrication. Il va donc le contrecarrer et l'exiler. Et de retour à Bibi, je vais encore une fois poser seulement une montagne, mais là ça y est, dans ma main, j'ai ce qu'il faut. Ça promet pour la suite. Ludo commencera son tour et déclarera une phase d'attaque avec son commandant sur Kos, puis mettra fin à son tour. On continue avec le tour de Flo, il va land une tour de commandement avant de monter de niveau la classe de sorcier atteignant le dernier palier. Ce qui fait qu'en l'état, avec l'arbre de la perdition, il est en mesure de tuer un joueur pendant son tour. On reprend avec le début du tour de Coco, il va de nouveau utiliser la capacité de Kos pour aller chercher une montagne qui va pouvoir lander, et il va jouer aussi le Férocidon déchaîné, une créature 3-3 avec la menace qui empêche les joueurs de gagner des points de vie, et à chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille, le Férocidon infligera une blessure au contrôleur de la créature. Une autre carte qui me fout dans la merde pour pouvoir jouer mon deck. Décidément, le contre est extrêmement tentant, mais bon, on est à un tour où il vaut mieux garder un contre-sort là. Enfin, je commence mon tour. Et moi qui n'ai pas eu de rampe ou de pioche depuis le début, je suis bien content de trouver cette petite poche d'eau du maître, je vais donc m'empresser de la jouer. Donc c'est un artefact qui peut s'engager pour m'ajouter une couleur de mana de mon choix, et elle se dégage à chaque étape de dégagement de chaque autre joueur. Ensuite, début du tour de Ludo, il va jouer une horloge de minuit, un artefact qui peut s'engager pour ajouter un bleu, et pour 2 incolores et un bleu, il peut mettre un marqueur heure sur cet artefact. Au début de chaque entretien, il met un marqueur heure dessus, et quand le 12e marqueur arrive, il peut mélanger sa main, son cimetière dans sa bibliothèque, puis piocher cette carte. Et donc, vu qu'il vient de lancer un sort non créature d'une valeur de 3 mana, ça va faire proc son commandant qui va pouvoir infliger 2 blessures à chaque adversaire, et lui, il va pouvoir regagner 2 points de vie. Flo enchaîne avec son tour, et va jouer son commandant les triplettes saines. Comme je le redoutais un peu, j'avais gardé mon contre-sort, mais hélas, il va également avoir un contre-sort en poche, m'empêchant de gérer son commandant. Les triplettes arriveront donc sur le champ de bataille, mais il oubliera néanmoins de perdre un PV à cause du Férocidon déchaîné.
Vient ensuite le tour de Coco. Il va commencer en jouant un anneau solaire, puis il va utiliser la capacité -3 de COS pour infliger 6 blessures aux triplettes, ce qui aura pour effet de les détruire. Il continue son tour en jouant le mage de scintillement, une créature qui a la progéniture 2, ce qui fait qu'il peut payer 2 incolores supplémentaires quand il joue cette créa, ce qui lui permettra de créer un jeton 1-1 qui est une copie de cette créature. Du coup, il se retrouve avec 2 mages de scintillement qui ont pour effet qu'à chaque fois qu'il va lancer un sort non créature, les mages infligeront chacun une blessure à chaque adversaire. Il essaiera ensuite de jouer Ogère Axonil, donc son commandant, et là le problème c'est que si Coco éternue, on perd tous nos PV, donc je vais quand même me fendre d'un petit contre-sort. Son commandant ne touchera pas le champ de bataille, néanmoins avec les 2 mages scintillants qui eux ont touché le champ de bataille, avec le Férocidon déchaîné, Coco perdra donc 2 points de vie. Et c'est reparti pour le début de mon tour, je vais engager 5 mana et je vais jouer mon commandant Tela. Donc à chaque fois que je vais lancer un sort non créature, je vais pouvoir créer un jeton de créature 1-1 incolore héros. Si j'ai dépensé au moins 4 mana pour le lancer, je vais pouvoir piocher 2 cartes, et si j'ai dépensé au moins 8 mana pour le lancer, je peux sacrifier Tela, et il inflige autant de blessures à chaque adversaire. L'arrivée de mon commandeur va faire déclencher le Férocidon déchaîné, je vais donc prendre une blessure à cause de lui. Au tour de Ludo, celui-ci dégagera ses landes et ne jouera rien de plus, il sera même obligé de se défausser d'une carte, aïe aïe, petit problème de mana, ça arrive même au meilleur. Le tour de Flo débutera, il commencera avec un land, le champ de démolition, un terrain qui peut s'engager pour un incolore, pour 2 incolores il peut l'engager et le sacrifier, ainsi il pourra détruire un terrain non base qu'un adversaire contrôle, ce joueur ira chercher un terrain de base qui mettra sur le champ de bataille engagé et Flo en fera de même. Ensuite il va tenter de rejouer son commandeur les triplettes Sen. N'ayant toujours pas trop envie de l'avoir sur le board, je vais rejouer un contre-sort avec le déni des arcanes. En plus de contrecarrer le sort, je pourrai piocher une carte au début du prochain entretien et Flo en piochera 2. Et vu que je viens de jouer un sort non créature, la capacité de Tela se déclenche et je vais donc pouvoir créer un jeton de créature 1-1 incolore, Hero. Flo va décider ensuite d'appuyer sur le gros bouton rouge, il va engager son arbre de la perdition, échanger les 32 PV de Coco avec les 13 d'endurance de sa créature, ce qui fait concrètement qu'il perdra 19 points de vie, et avec la classe de sorcier au niveau maximum, au début de l'étape de fin de Flo, Coco reprendra 19 blessures, ce qui le tuera. Ouf, et bah avec la mort de Coco, les 2 cartes qui me gênaient le plus pour jouer mon deck viennent de disparaître, on va donc pouvoir se lancer. Je vais donc commencer par jouer la capacité de transmutation de ma dérive de fantasme pour aller chercher une carte ayant une valeur de mana de 3, je vais pouvoir la mettre dans ma main puis mélanger ma bibliothèque. Je vais aller chercher un lever du jour, que je vais m'empresser de jouer, c'est un enchantement qui donne la célérité à mes créatures, et les créatures légendaires que je contrôle gagnent +1, +0. Puisque c'est un sort non créature, le petit proc de Tela, et je vais créer un héros. Puis je passe à ma phase d'attaque, je vais envoyer un héros et Tela sur Flo pour pouvoir lui infliger 5 blessures. À mon étape de fin, Istola se déclenche, puisque j'ai fait perdre 5 points de vie à un adversaire, Ludo va pouvoir piocher une carte. Et d'ailleurs, Ludo va également jouer Rendre à la poussière à la fin de mon tour. C'est un éphémère qui lui permet d'exiler un artefact ou un enchantement, et s'il l'a lancé pendant sa phase principale, il peut exiler une autre cible, artefact ou enchantement. Il va choisir de détruire mon enchantement, levé du joug. Puis à son tour, après avoir landé un château de Ventress, un terrain qui permet d'ajouter un bleu ou pour 2 incolores et 2 bleus l'engager et faire un regard 2, il va envoyer Ishtola sur ma tronche, mais heureusement pour moi, j'ai un héros pour la bloquer. Ludo terminera son tour avec cette action, puis Flo prendra le relais. À son tour, il ne landera pas, mais j'aurai néanmoins un talisman griffe de souhait, un artefact qui arrive avec 3 marqueurs souhait, il peut payer 1 et l'engager pour retirer un marqueur souhait et aller tuto une carte, et après, un adversaire acquiert le contrôle de cet artefact. De mon côté, j'attaque mon tour en landant également un château de Ventress. Je continue mon tour en jouant un recruteur impérial, une créature 1-1 qui quand elle arrive sur le champ de bataille me permet d'aller chercher une carte avec une force inférieure ou égale à 2 et je peux la mettre dans ma main. Je vais aller chercher un cherche-sort. Oui, c'est une créature 1-1 qui quand elle arrive sur le champ de bataille me permet d'aller chercher une carte d'éphémère ou de rituel avec une valeur de mana inférieure ou égale à 2 et je la mets dans ma main. Mon deck ne veut peut-être pas me donner de la pioche, mais bon, je sais ce dont j'ai besoin, donc je vais me débrouiller pour aller le chercher, avec les moyens du bord. A la fin de mon tour, Ludo jouera en flash une carcasse mécanique torrentielle. C'est une créature 5-6, et quand elle arrive sur le champ de bataille, Ludo pourra lancer un sort d'éphémère de son cimetière gratuitement, puis devra exiler ce sort. Il va relancer Rendre à la poussière pour aller détruire le talisman. Et à son tour, Ludo dégagera ses landes et passera son tour. C'est tellement mieux de jouer pendant les tours des autres. Du coup, on enchaîne avec Flo et il va jouer une distorsion des pensées. C'est un rituel qui ne peut pas être contrecarré, et l'adversaire ciblé va révéler sa main, on pourra exiler toutes les cartes non créatures et non terrain de son cimetière et de sa main. En réponse, Ludo jouera une protection de Teferi. Donc c'est un éphémère et jusqu'à son prochain tour, son total de points de vie ne pourra pas changer, il acquiert la protection contre tout et tous les permanents qu'il contrôle passent hors phase. Voilà. Mais en réponse, Flo jouera son veto de 20, un sort qui ne peut pas être contrecarré et qui va contrecarrer un sort non créature.
Puis on passera à l'étape de fin flow et j'utiliserai la capacité du château de Ventress pour appliquer un regard 2. À mon entretien, l'horloge de Mimi de Ludo obtient son 12e marqueur, il va donc pouvoir mélanger sa main, son cimetière à sa bibliothèque et piocher 7 cartes. Après une distorsion des pensées, ça tombe à pic. Je vais ensuite pouvoir commencer mon tour en jouant mon chercheur de sorts. Avec ça, je vais aller récupérer l'hélice de rétractation, un éphémère qui va donner une capacité à l'une de mes créas jusqu'à la fin du tour. Celle-ci consistera à engager la créature pour envoyer un permanent non terrain ciblé dans la main de son propriétaire. Je m'arrête pas là puisque je vais également jouer le scribe du Zéphyr. C'est une créature 2-1, pour 1 bleu je peux l'engager pour piocher une carte et me défausser d'une carte. Et surtout, elle a aussi à chaque fois que je vais lancer un sort non créature, je pourrai dégager le scribe. Mais manifestement ça commence à faire un peu peur, donc je vais me bouffer un rembobinage pour contrecarrer ma créature. Et Ludo pourra dégager 4 terrains en plus. Et ça sera la fin de mon tour sur cette action. Au tour de Ludo, il landera et passera encore une fois son tour. Et bah on continue d'enchaîner avec Flo qui va pas perdre plus de temps non plus et jouer un verdict suprême. Donc un rituel qui ne peut pas être contrecarré et qui va détruire toutes les créatures. Bon bah nous revoilà à mon tour et je vais lander avec un flambeau du commandement qui tombe à pic. Je peux l'engager pour ajouter un incolore, et je peux l'engager et le sacrifier pour mettre mon commandant dans ma main depuis la zone de commandement. Je vais me sentir un peu pousser des ailes et je vais jouer mon commandant. Un moment un petit peu risqué et ça va pas rater. Ludo va jouer un grand requin vorace en flash, quand il arrive il peut contrecarrer un sort d'artefact ou de créature. Bon dommage, c'était un beau moment pour bien se placer dans la game là. On continue avec le tour de Ludo, il va poser son land et passer à sa phase d'attaque. Il va envoyer son grand requin vorace sur Flo, mais celui-ci va nous rappeler qu'il a un labyrinthe mystificateur et utilisera 4 mana en l'engageant pour exiler le grand requin vorace. Il reviendra du coup au début de la prochaine étape de fin. Les prochains tours seront plutôt rapides, en effet le tour de Flo consistera à dégager ses landes avant de passer son tour. Le mien sera exactement similaire, je me contenterai de dégager mes landes. Quant à Ludo, il landera et passera en phase d'attaque en envoyant son requin sur ma tronche, me faisant perdre 5 points de vie. On en revient au tour de Flo, et cette fois-ci il va jouer un mage du miroir, une créature 4-2 qui peut s'engager pour se sacrifier, et Flo pourra échanger son total de points de vie avec celui d'un adversaire. Et c'est une capa qui se fait seulement à son entretien. J'ai profité de la fin de son tour pour sacrifier mon flambeau du commandement pour remettre Tela dans ma main, et je vais également utiliser 4 mana et mon château de Ventress pour appliquer un regard 2. Encore un gros tour pour moi puisque je vais me contenter de poser une montagne. À la fin de mon tour, Ludo utilisera aussi son château de Ventress pour appliquer un regard 2, et il jouera également un renoncement au monde, lui permettant d'exiler la classe sorcier de Flo. On commence le tour de Ludo, il va poser son land avant de passer à sa phase d'attaque et m'envoyer son grand requin vorace. Avec un mage du miroir sur le champ de bataille, ça m'inquiète pas trop, je prends mes 5 dégâts, et avant la fin de son tour, il va jouer Y'shtola, sa commandante, ce qui lui permettra également de piocher une carte à son étape de fin. En réponse à l'étape de fin de Ludo, Flo utilisera la salle de guerre pour perdre 3 points de vie et piocher une carte. Puis, à son entretien, il déclenchera le mage du miroir pour le sacrifier et échanger son total de points de vie avec celui de Ludo. Il continue son tour en landant un labyrinthe 10, il pourra engager ce terrain pour dégager une créature attaquante et prévenir toutes les blessures qu'elle devrait infliger. Il continuera en jouant une victoire contre la horde, avec 2 créatures sur le champ de bataille, il le payera qu'à 6, pour détruire toutes les créatures. Et terminera son tour en jouant une ténacité perpétuelle, une créature enchantante qui fait qu'à chaque fois que Flo gagnera des points de vie, il pourra faire perdre autant de points de vie à un adversaire. Et quand la ténacité perpétuelle meurt, si c'était une créature, il pourra la renvoyer sur le champ de bataille et ça devient un enchantement. En réponse à la fin de son tour, j'utiliserai mon château de Ventress pour faire un regard 2. Puis à mon tour, vu que ça a l'air d'être de nouveau le bon moment, je vais rejouer mon commandant Tela, puis je terminerai mon tour là-dessus. De retour à Ludo, il va jouer l'ingurgitateur Phyrexian, une créature 3-3 qui a l'empreinte, donc quand elle va arriver, il va pouvoir exiler une créature non jeton, et sa bestiole va gagner plus X plus Y, X étant la force de la créature exilée, et Y son endurance. Il va choisir de cibler la ténacité perpétuelle, ce qui fait que sa bébête deviendra une 7-6. La ténacité étant exilée, elle ne reviendra pas en tant qu'enchantement. Bon bah on continue avec le tour de Flo, il va jouer les triplets de scène, avant de conclure son tour. Mais en réponse à son étape de fin, je vais utiliser la capacité du château de Ventress pour faire un regard 2. Puis, commence mon tour, et on va essayer de bidouiller quelque chose avec ce qu'on a. Je vais commencer par un parchemin du marchand pour aller chercher une carte d'éphémère bleue que je pourrais mettre dans ma main. Premier proc de Tela, je vais donc créer mon premier hero. Avec mon parchemin, je vais aller chercher Malaise, un éphémère qui a la capacité transmute que je vais utiliser pour aller chercher une carte dans ma bibliothèque avec un coût de mana de 1. Je vais aller chercher le Gremlin Plictocrasher, ouais, ça doit se dire comme ça. C'est une créature 1-1 qui pour un mana incolore, je peux l'engager pour infliger une blessure à chaque adversaire, et avec ça, à chaque fois que je vais lancer un sort non créature, je pourrai le dégager. Je vais la poser sur le champ de bataille, je continue en jouant le talent pour le bannissement, un éphémère qui va donner une capacité à l'une de mes créas, oui, c'est du déjà vu, je pourrai l'engager pour renvoyer un permanent non terrain dans la main de son propriétaire. Deuxième sort non créature, je vais donc créer un nouveau hero avec Tela. Ça a l'air de se passer en douceur, donc je continue avec l'hystérie collective, un enchantement qui va donner la célérité à toutes les créatures, celle de mes adversaires aussi hélas.
nouveau sort non créature, nouveau hero. Puis je vais jouer le livre de sorts, un artefact qui coûte 0, très important, et qui fait que je n'ai pas de limite au nombre de cartes dans ma main. Nouveau sort non créature, nouveau hero. À partir de maintenant, la combo est sur la table. Et bah comment ça va se passer? Je vais donc engager mon gremlin grâce à la capacité du talent pour le bannissement. Avec ça, je vais pouvoir envoyer le livre de sorts dans ma main. Puisqu'il coûte 0, je le rejoue directement. Ce qui va créer un nouveau hero. Et puisque c'est un sort non créature, ça va me permettre de dégager le gremlin. Et pour ceux qui ont suivi, à partir de là, rien ne m'empêche de le réengager pour remonter le livre, le rejouer, refaire un héros, et ainsi de suite. Ça va donc me permettre de me faire une armée de héros 1-1 qui ont la célérité. Puis je vais passer à ma phase d'attaque et je vais envoyer 1 million de héros sur chacun de mes adversaires. Mais Ludo va avoir une réponse, il va rejouer sa protection de Teferi, mais putain de... Il se l'est fait contrecarrer, il l'a mélangé dans sa bibliothèque et bien sûr il l'a repioché à ce moment-là quoi, non mais vraiment. Bon, néanmoins Flo n'aura pas cette chance et finira piétiné par mes héros. Au tour de Ludo, il dégagera ses landes et passera directement son tour. Bon bah je vais poser mon land pour le tour, puis à ma phase d'attaque, même si ça pue du fion, je vais quand même envoyer mes millions de héros attaquer, c'est quand même dommage qu'il n'en fasse rien. Mais on s'en doutait, Ludo nous joue une écuyère dévouée, une créature 1 qui a le flash, quand elle arrive, il prévient toutes les blessures qui devraient lui être infligées, et à chaque fois qu'il prévient des blessures, il pourra mettre un marqueur +1/+1 sur l'écuyère dévouée. Ah, bon, ok. Il a donc maintenant une 1 million, bon pourquoi pas. Il va également jouer réduire les croyances au silence pour 7, ok. Il va donc exiler mon commandant et mon pauvre petit gremlin. Ok, ça me fait pas peur, il me reste toujours mon armée de héros prêts à se sacrifier et à mourir pour me défendre et... Oh, va te faire foutre. À son tour, Ludo va lancer Interrompre la lignée, un rituel qui lui permet d'exiler une créature, et toutes les créatures ayant le même nom, oui. Eh bah oui, puisqu'il va cibler un seul de mes héros, il va donc détruire tous mes héros, tout va bien. Il va donc passer à sa phase d'attaque, engager son écuyère dévouée pour m'attaquer, mais moi aussi je vais avoir un dernier atout dans ma manche et jouer un Ongeist pour lui renvoyer dans sa main. Et à la fin de son tour, je vais engager mon château de Ventrisse pour faire un regard 2. Puis je vais commencer mon tour. Bon, ça va pas être facile, mais pas impossible. Ça va dépendre un peu de ce que je pioche là. Et je vais piocher un déluge de réminiscence, très bien. Même si on est à ma phrase principale, je vais quand même le jouer. Donc c'est un éphémère qui me permet de regarder les X cartes du dessus de ma bibliothèque. X étant la quantité de mana que j'ai dépensé pour le lancer, donc 4. Je vais mettre 2 de ces cartes dans ma main et le reste sous ma bibliothèque. Bon, bah ça va pas être extraordinaire, je vais au moins pouvoir land à ce tour et puis je vais passer la main à Ludo. A la fin de mon tour, Ludo utilisera la tour de guet isolée en payant 2 incolores et en l'engageant pour appliquer un regard 1. Une petite erreur qui va répéter au début de son tour, puisqu'en effet la capacité ne peut être faite que si j'ai 2 terrains de plus que lui, ce qui n'est pas le cas. A sa phase d'attaque, il enverra l'ingurgitateur Phyrexian dans mes points de vie, ce qui m'infligera 7 blessures. Et donc à la fin de son tour, je vais utiliser en flashback mon déluge de réminiscence, qui me permettra de regarder les 7 cartes du dessus de ma bibliothèque, j'en mettrai 2 dans ma main et le reste sous ma bibi. Début de mon tour, et je vois que je vais pouvoir tempo un petit tour de plus, donc je vais me contenter de jouer mon anneau solaire. A la fin de mon tour, Ludo utilisera son château de Ventresse pour faire un regard 2. Ludo commencera son tour en passant directement à sa phase d'attaque, il va renvoyer son ingurgitateur Phyrexian sur moi, mais cette fois-ci j'ai une réponse. Je vais jouer l'insignifiance totale, c'est un enchantement qui a le flash, la créature que je vais enchanter avec ça va perdre toutes ses capacités et aura une force et une endurance de base de 1. Au final, je ne perdrai qu'un seul point de vie dû à cette attaque, et Ludo jouera son commandant Y'shtola avant de mettre fin à son tour. Mais en réponse à la fin de son tour, je vais faire quelque chose de jamais vu auparavant, puisque je vais payer 4 mana et engager mon château de Ventresse pour faire un regard 2. A mon tour, je vais rejouer mon commandant Tela. Par contre, erreur de ma part, il était repassé par ma zone de commandement 3 fois, ce qui fait que normalement sa taxe était à 6, je ne l'ai payé qu'à 4. Spoiler alert, il y a 2 manas que je ne vais pas utiliser pendant ce tour ni pendant le tour de Ludo, donc ça va revenir un petit peu au même. Et pas de répit pour les braves, puisque Ludo lancera une maîtrise sinistre sur mon commandant pour l'exiler. Bon, cette fois-ci, faut pas déconner, je vais contrecarrer avec un dispersement. Et puisque j'ai joué un sort non créature, je vais recréer un hero. Bon, par contre, Y'shtola va proc, et je vais prendre 2 blessures, et Ludo va regagner 2 points de vie. Voilà, super. A son tour, Ludo rejouera Interrompre la lignée grâce au flashback, je vais être obligé de le contrecarrer avec ma négation. Mais bien sûr, Ludo aura également un compte avec l'épreuve de talent. Bon bah voilà, c'est dit, hein, mon commandant est encore mort. Le seul petit réconfort que j'aurai, c'est que je vais créer un nouveau jeton hero. Et c'est vraiment le seul, parce que Ludo aura joué un sort qui coûte 4 mana, donc je vais perdre 2 points de vie, et il va gagner 2 points de vie. Ensuite, il enverra son commandant Y'shtola et son ingurgitateur, toujours sous l'influence d'insignifiance totale, m'attaquer. Je bloquerai l'ingurgitateur avec mon hero et prendrai 2 dégâts dans la tronche.
l'ingurgitateur et le héros se battront jusqu'à la mort. À mon tour, je vais piocher et jouer immédiatement aubaine inattendue. Donc va falloir que je me défausse d'une carte, je vais pouvoir piocher 2 cartes et créer 2 jetons trésor. Ça tombe bien, il me manque que 2 cartes pour réussir à refaire le combo, mais ça sera pas du tout ce que j'espérais. Et après la joie immense d'avoir eu le droit de lander à ce tour, et bah je vais laisser mon tour à celui de Ludo. Il passera directement à sa phase d'attaque, il va envoyer son commandant Y'shtola sur moi, mais je vais pouvoir bloquer avec le dernier des héros. On arrive à la fin du tour de Ludo, et bah ça y est, moi j'ai plus de tempo, donc là maintenant faut trouver une solution. Je vais activer mon château de Ventresse pour faire un regard 2. Et à mon tour je vais piocher, et là je ne pourrai que land un labyrinthe de Scophos, ce qui ne règle que très partiellement le problème. Puis en réponse à la fin de mon tour, Ludo va activer son château de Ventresse pour appliquer le fameux regard 2. Il commencera son tour en rejouant les écuyères dévouées, puis il va passer à sa phase d'attaque, mais jouera écraser la contrebande en réponse, un éphémère qui lui permet d'exiler un artefact et ou un enchantement, et surtout qui coûte 4 mana, important puisque ça va faire proc Y'shtola, ce qui va faire que je vais prendre 2 blessures et que Ludo va gagner 2 points de vie. Mais c'est pas fini, parce qu'il va également jouer une dissipation pour contrecarrer son propre sort. C'est un sort à 3 mana, ce qui fait que ça va faire proc une nouvelle fois Y'shtola, me faisant perdre mes 2 derniers points de vie et faisant gagner ces 2 derniers points de vie à Ludo. Pouf, et bah bien joué Ludo. Dommage que cette partie ait vu Coco sortir un peu trop vite. Si son commandant avait fait un tour complet dans la configuration où en était son board, je donnais pas cher de nos PV. En plus de ça, le vortex bouillonnant et le férocidon déchaîné contraient méchamment mon deck. Pour moi ça a été une aubaine qu'il soit tué par Flo. Flo qui a obtenu rapidement son mana pour faire une première agression avec l'arbre de la perdition. Mais après ça, il a eu un peu de mal à sortir du contrôle de Ludo, et n'a pas pu mettre une seconde menace sur le board, même si le mage du miroir et la ténacité perpétuelle ont bien tenté leur chance. De mon côté, ça a été un peu particulier. D'un côté, j'ai pas eu de pioche avant la fin de la partie, mais d'un autre, j'avais pas mal de tutos. Après, ça reste délicat quand on veut aller chercher une créa et qu'on a un tuto pour un éphémère. Il faut bidouiller un truc, quoi, plutôt que rien faire, ça sera toujours mieux. J'ai eu du mal à protéger mon board, et notamment contre le contrôle de Ludo. Puis bon, entre la protection de Teferi, qu'il a repioché au moment parfait pour se sauver, puis les cuillères dévouées qui pareil le sauvent une seconde fois, interrompre la lignée, genre le rituel où c'est marqué dessus adieu les jetons quoi, et l'épreuve de l'élan qui, il me semble, est pioché dans le tour, bref, où j'ai pas eu de chance, où Ludo lui en a eu. Pour Ludo d'ailleurs, je pense que la partie se retourne au moment où l'horloge du minuit s'est activée. Avant ça, il semblait se battre avec sa main et avec son mana, et juste après, il a pu commencer à mettre en place son jeu. Son deck a beaucoup de contrôle, en plus de placer quelques bonnes créas par-ci par-là. Les capacités de son commandant sont excellentes, bref, le deck est bien menaçant et a fini par faire le travail. Pour le mot de la fin, je peux vous dire que mon logiciel de montage qui marchait très bien a reçu une petite mise à jour, ce qui fait que il marchait plus du tout, c'est le principe de la mise à jour je pense. Donc ça a été un peu compliqué de monter cette vidéo, donc voilà, j'espère qu'au moins elle vous aura plu ou au moins distrait. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et sur ce, je vous dis salut!